on va repartir en promenade du côté de Rouen, si vous le voulez bien, avec Olivier Poivre d'Arvor. Rouen, c'est une ville où tu as étudié, Olivier. Bah oui, moi j'ai étudié, moi. Oui, pendant que d'autres épluches le navaient, moi je faisais des études. Ah oui, j'ai fait mes études de philo à Rouen. Et c'était un moment assez... vous savez, il y a eu Le Canuet qui avait été une figure comme ça qui était apparue puis avait un peu disparu. Donc Rouen était un peu connu, on connaissait le nom du maire de Rouen. Et puis voilà. Ouais, absolument. Et j'ai passé 5 ans là-bas et c'était formidable parce que le soir, quand on était le vendredi soir, on allait à Honfleur ou on allait à Étretat amener sa petite copine au bord de la mer. Donc je retrouve des souvenirs très émouvants. Voilà. Et puis il y a quand même les plus grands artistes au monde qui sont venus là et dans toute la vallée de la Seine. Et maintenant, mes parents habitent à Andé, c'est un petit village au bord de la Seine. Et j'ai fait mes études aussi à Louviers, qui est dans le département de l'Eure. Donc je suis un peu normand. Et tu parles des artistes, et évidemment, la star de Rouen, c'est la cathédrale. La star de Rouen, c'est la cathédrale. Oui, enfin, il y avait aussi la Pucelle avant, mais enfin bon, la cathédrale, c'est formidable. D'autant plus qu'elle a été peinte admirablement par le héros local, celui qui a inventé l'impressionnisme, avec Impression Soleil Levant, qui se trouve d'ailleurs très beau tableau qu'il faut aller voir au musée du Havre, hein, si vous avez le temps, vous qui êtes à Honfleur, vous êtes à 3-4 km du Havre. Et Monet, évidemment, a peint ces cathédrales de Rouen absolument magnifiques qui ont donné ce... Dans des lumières extrêmement variées. Bah, absolument. Rouen est un peu le personnage de L'Amour à Trois, ton roman également. Oui, ça se passe à Rouen. C'était sur le campus de Rouen, à Mont-Saint-Aignan. C'était un endroit assez libertaire où, dans les années 70-80, en effet, L'Amour à Trois était une chose relativement facile. Mais pour revenir à nos amis impressionnistes, c'est quand même génial parce que ce matin on est arrivé partant de la gare Saint-Lazare et tout d'un coup je me suis rappelé que tout est né là dans le fond. Et l'impressionnisme il est né de cette révolution industrielle de deux choses. C'était le train qui permettait aux Parisiens d'aller sur la côte, Honfleur, Trouville, Étretat, Le Havre, ça. Et puis d'une autre petite révolution qui était les tubes de peinture qui étaient dans des tubes à huile et on pouvait donc maintenant à partir de ce moment-là, aller peindre dehors, à l'extérieur, et non pas peindre des choses académiques, mais peindre le mouvement, la lumière. Et donc les salons, les grands salons de Paris sont vus contestés par ce qu'on appelle les salons des refusés, qui ont présenté pendant une dizaine d'années les plus grands, Monet, Manet, Cézanne, Pissarro. Et ils ont même leur festival maintenant, les impressionnistes. Il y a un très beau festival qui était préfigurateur de la réunion des deux Normandies, la haute et la basse, qui s'appelle Normandie impressionniste. Et si vous baladez en ce moment, vous verrez des boudins partout. Eugène Boudin, hein, vous êtes oui, bien sûr. Parce que face à Didier qui est en train de cuisiner, quand même, il faut préciser. Et vous verrez du Pissarro, des Monet, partout. Enfin, vous pouvez commencer d'ailleurs au musée d'Orsay, au bord de la Seine, vous remontez, Giverny, vous remontez toute la Seine. Et là, vous avez un moment extraordinaire. La Normandie, ce moment-là, c'est la Silicon Valley de l'époque, c'est-à-dire en 30-40 ans, on a vraiment rassemblé les plus grands artistes au monde, qui ont inventé en 20 ans un trésor incroyable, un patrimoine que le monde entier nous envie. Une très belle expo Eugène Boudin au Havre en ce moment, au musée André Malraux. Boudin était un type assez formidable, un petit peu moins connu que les autres, mais qui avait vraiment une capacité... Alors la différence entre les impressionnistes et les autres peintres académiques, c'est qu'ils faisaient des petits formats. Et Boudin avait un talent pour, avec très peu de choses, arriver à remplir la toile et surtout à saisir cette lumière. L'émission a commencé avec le soleil, là ça se couvre un peu. Et puis ça va repartir. C'est la lumière, évidemment, au cœur même de l'impressionnisme. Mais revenons, si tu le veux bien, à la star des peintres de cette Normandie et de Rouen. Revenons à Claude Monet. Regardons un petit peu, baignons-nous dans les toiles de Claude Monet. C'est ici, sur les bords de Seine, que l'impressionnisme est né. Et ce sont les toiles de la cathédrale de Rouen, peintes par Claude Monet, qui sont l'emblème même de ce mouvement. Cette cathédrale était pour lui un souci constant, dont il faisait même des cauchemars la nuit. Et justement, elle est d'accord avec nous. Elle se manifeste pour nous dire que finalement, c'est vrai, c'était un vrai problème pour Claude Monet. Cette cathédrale, eh bien, il en rêvait la nuit, il en faisait des cauchemars, elle le hantait. Il avait l'impression que c'était un défi tel qu'il n'arriverait jamais à rendre l'impression. Parce qu'on est bien là, on est dans l'impressionnisme. Il n'arriverait jamais à rendre cette impression de lumière qui traversait la cathédrale. Travaillant de l'aube jusqu'au coucher du soleil, Monet va capturer les différentes teintes que peut offrir la lumière du jour. Sa technique ouvrira une nouvelle ère picturale. Tout est maculé de toutes petites touches. On voit les touches du pinceau, ça c'était très nouveau. Parce que la peinture qui était à la mode pendant les siècles précédents, c'était une peinture où l'artiste devait se faire oublier, où on ne voyait pas les touches de pinceau. Alors que les impressionnistes acceptent que leur travail se voit. Ce qui compte, c'est donner cette sensation de vibration.
Dans les pas de Monet, d'autres peintres vont s'installer à Rouen et créer un nouveau mouvement inspiré de l'impressionnisme. C'est ce qu'on appelle l'école de Rouen. Des problématiques des peintres de l'école de Rouen, c'est de représenter la vie moderne, en fait, la vie urbaine. Donc c'est le cas ici avec ce tableau de Joseph Delattre. Au niveau du chromatisme, celui-ci est restreint à quelques couleurs, le vert, le gris, le mauve. Cette vue de Rouen est célèbre dans l'histoire de la peinture. Elle est prise depuis la côte Sainte-Catherine, en amont de la Seine. Marc-Henri y monte parfois pour marcher dans les pas de ces illustres peintres. La vue que l'on peut observer, certains peintres, effectivement, l'ont observé il y a plus de 100 ans. C'est très étonnant, en fait, d'avoir cette vue incroyable, quasiment à 360 degrés, sur la ville. Et le miracle de Rouen, c'est qu'encore aujourd'hui, la Seine a toujours ses fidèles et continue d'inspirer les enfants de Monet. Ah, les lumières normandes. Je vous regardais les yeux plongés dans les yeux de la Normandie, messieurs et mesdames. Il faut... Giverny, c'est incroyable parce qu'il a inventé Giverny. Hein. Ça n'existait pas avant qu'il s'y installe. Et avec sa femme, qui adorait aussi, pendant 40 ans, ils sont là. Ils ont cultivé à la fois leur jardin, les nymphéas qu'on connaît. Et puis, ça a fait le tour du monde. Ça valait pas grand-chose des Monet à l'époque, hein, et maintenant c'est parmi les tableaux les plus... oui, comme tu dis, Olivier. Alors Giverny, c'est un peu le royaume que connaît bien Françoise Bourdin. Oui, c'est pas loin de chez moi, donc j'y vais volontiers, j'y vais souvent. Et je suis pas la seule, puisque je crois que dans la période d'ouverture, en 7 mois, il y a à peu près 500 000 visiteurs chaque année. Bon, c'est énorme, c'est phénoménal. Alors bon, la maison, c'est sympa de la voir, mais c'est surtout les jardins. Regardez, on la regarde hein, sur les images. Il y a 2 jardins en fait, il y a le clos normand et il y a le jardin d'eau. Dans le clos normand, c'est des parterres de fleurs, c'est le jardin d'eau, c'est les nymphéas, les saules pleureurs, le fameux pont japonais qui a été repeint 17 fois. Voilà, mais on peut voir des toiles qui sont juste reproduites. Hein. On ne voit pas de Monet, mais dans l'atelier salon, on voit quand même des toiles de Monet reproduites qui sont là, posées, comme s'il venait de quitter son atelier. Et puis dans la maison, il y a une atmosphère particulière. Et on peut presque imaginer quand il était là avec ses 8 enfants, avec tous ses invités tout le temps qui venaient. Cette immense salle à manger jaune avec la collection d'estampes japonaises. Parce qu'il adorait ça, qu'il en a une collection magnifique. Et puis la cuisine avec les faïences bleues. Enfin, c'est mythique cette maison. Et c'est vrai que ça déplace énormément de monde. Et que le petit village de Giverny, je crois, est connu dans le monde entier grâce à Claude Monet, grâce à cette maison. Et c'est d'autant plus étrage que finalement, les tableaux de Monet ne sont pas là. Les tableaux de Monet, ils sont ailleurs. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Pendant des années, quand on me demandait où j'habitais, j'étais à Chauffour-les-Bonnières. Ça, les gens ne connaissaient pas. Alors j'étais près de Bonnières. Près de Vernon. Déjà c'est mieux. Bon, maintenant je dis côté de Giverny. Voilà. Giverny, tout le monde connaît. Mais Monet a fait une chose à Giverny. Je crois qu'il a créé ce qu'il avait envie de peindre. Il a vraiment mis en place, il s'est échangé des recettes botaniques avec Caillebotte, il était tout à fait fondu de botanique et de cuisine aussi d'ailleurs. Mais il a vraiment créé son décor pour pouvoir le peindre pendant des années. Et puis il faut le dire quand même, un travail des jardiniers, un travail quotidien des jardiniers. C'est un peu l'honneur des jardins français, parce qu'on parle souvent des jardins anglais. Hein. Et là, on peut dire Giverny, c'est un peu ce qui se fait de plus joli dans le jardin à l'anglaise, hein, parce que c'est un désordre organisé. Hein. Yann, je te voyais les yeux brillants. Ce qui est bouleversant avec les nymphéas à Giverny, c'est d'imaginer qu'à ce moment-là, Monet est lancé dans une course perdue d'avance contre la montre et contre sa vue. Parce qu'il est en train de perdre la vue, il souffre de cataracte, ce qui se crée ce flou absolument génial dans cette œuvre perpétuellement inachevée. Tout à fait. Et je pense que c'est abominable pour un peintre d'aller vers la cécité. C'est ne plus voir les couleurs. Mon Dieu.